Salutations et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept que tout le monde a déjà vu passer, je pense, sur Internet, dans un magazine, la fameuse règle budgétaire du 50-30-20. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est une formule qui est partout. Elle est présentée comme la solution miracle, simple, accessible pour enfin bien gérer son argent. Exactement. C'est super accrocheur. En effet. Et notre objectif aujourd'hui, c'est justement de gratter un peu sous la surface de ces trois chiffres. D'où est-ce qu'ils viennent? C'est quoi la logique derrière? Et surtout, est-ce que ça tient encore la route? Voilà. Est-ce que cette règle qui a été conçue dans un certain contexte s'adapte encore aux réalités économiques si diverses d'aujourd'hui? C'est ça. La vraie question, c'est de savoir si on a affaire à une loi inflexible de la finance perso ou plutôt à une sorte de boussole, un guide. C'est toute la question. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors pour commencer, rappelons la base. Cette répartition 50-30-20, ça correspond à quoi très concrètement? Le principe est d'une simplicité presque désarmante. On prend son revenu mensuel net, Donc ce qui arrive vraiment sur le compte en banque. c'est ça, après les impôts, les prélèvements, et cette somme, on la divise en trois grandes enveloppes. 50% pour les besoins, D'accord. 30% pour les envies, et les 20% qui restent pour l'épargne et le remboursement des dettes. Une répartition qui semble presque logique. Mais ça a bien une origine, ce n'est pas juste un truc de blogueur financier qui a fait le buzz. Ah non, loin de là. Et c'est justement son origine qui est si intéressante. Ça a été popularisé au milieu des années 2000 dans un livre qui s'appelle All Your Worth, coécrit par Elizabeth Warren. Attendez, Elizabeth Warren, la sénatrice américaine. C'est surprenant, on l'associe plus à la grande régulation financière qu'au budget du quotidien. C'est bien la même personne, oui, mais c'était bien avant sa grande carrière politique. À l'époque, elle était professeure de droit à Harvard. Et sa spécialité, c'était les faillites personnelles. Ah d'accord, je vois le lien. Et ce qui est fascinant, c'est que cette règle, elle ne sort pas de nulle part. C'est le résultat de plus de 20 ans de recherche. 20 ans. Oui, 20 ans de recherche sur ce qui pousse les familles de la classe moyenne américaine à la faillite. Et qu'est-ce que ces recherches ont révélé? J'imagine que ça va un peu à l'encontre des clichés habituels. Totalement. C'est vraiment le cœur du sujet. Le cliché, c'était que les gens faisaient faillite à cause de leurs envies. Trop de café emporté, le dernier smartphone. Exactement. Les restos, les gadgets, les vacances. Mais ce que Warren et sa fille ont découvert, c'est que le vrai coupable, il était ailleurs. Le problème venait de l'explosion des coûts des besoins incompressibles, C'est-à-dire? le logement, les frais de santé et l'éducation des enfants. Ah oui, ça résonne terriblement avec notre époque. Ce sentiment que les grosses factures, les charges fixes, elles dévorent le salaire avant même qu'on ait pu penser à se faire plaisir. Précisément. Et la règle 50-30-20, elle a été pensée comme une réponse directe à ça. C'est une mesure défensive, en fait. Un garde-fou. C'est un garde-fou. L'idée de base, ce n'est pas dépenser moins pour vos loisirs, mais plutôt, attention, faites en sorte que vos dépenses fixes ne dépassent jamais la moitié de votre revenu. Sinon, il n'y a plus d'air pour respirer. Voilà. Plus d'air pour respirer, pour épargner ou simplement pour vivre. C'est un éclairage fondamental. Alors avec ça en tête, décomposons ces fameuses catégories. Le bloc de 50% pour les besoins, ça semble simple en théorie, mais Mais le diade est dans les détails, c'est vrai. Dans cette catégorie, on met tout ce qui est indispensable pour vivre et travailler. Le loyer ou le crédit IMO, bien sûr. les factures, l'énergie, Oui, l'électricité, l'eau, les courses alimentaires de base, les assurances, le transport pour aller au travail. Et un point important, les remboursements minimums de toutes les dettes. hmm. Mais c'est là que la première zone grise apparaît. Un abonnement à la fibre optique, par exemple. Pour quelqu'un en télétravail, c'est un besoin. Pour un autre, Pour un autre, ce sera peut-être une envie pour regarder des séries en 4K. Exactement, la frontière est floue. elle est très floue. Et c'est la première chose que cette règle nous force à faire. Nous interroger sur notre propre définition de l'essentiel. Un smartphone, besoin ou envie, un abonnement à la salle de sport. Il n'y a pas de réponse universelle. C'est un dialogue avec soi-même. C'est ça. Passons à la part plus agréable. Les 30% pour les envies. C'est l'enveloppe qualité de vie, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. C'est tout ce qui rend la vie plus chouette, mais dont on pourrait, techniquement, se passer. Les sorties, les restos, les abonnements aux plateformes de streaming, les vacances, le shopping plaisir. C'est là qu'on a de la flexibilité, en fait. Exactement. En cas de coup dur, c'est la première catégorie sur laquelle on peut agir pour réduire les dépenses.
Et il nous reste le dernier bloc, les 20%, la part qui prépare le futur. Et beaucoup diraient d'ailleurs qu'il faudrait commencer par là. C'est une critique très juste. On parle souvent du principe de se payer en premier. C'est pourquoi beaucoup de conseillers suggèrent de voir la règle comme un 20-50-30. Ah oui, de l'inverser. Oui, dès que le salaire tombe, hop, on automatise un virement de 20% vers un compte d'épargne, avant même de payer les factures. Psychologiquement, ça change tout. Et à quoi ils servent, ces 20%, concrètement? La priorité absolue, c'est de se constituer un fonds d'urgence, le fameux matelas de sécurité. Pour couvrir les imprévus. Voilà, entre 3 et 6 mois de dépenses essentielles pour éviter de s'endetter à la moindre panne de voiture. Et une fois que ce fonds est là, l'argent peut aller vers des objectifs à plus long terme, la retraite, des investissements ou rembourser ses dettes plus vite. D'accord, le cadre théorique est limpide, c'est même séduisant. Mais on sait bien que la théorie se heurte souvent à la réalité. C'est là que ça devient intéressant. Pour qui est-ce que cette règle ne fonctionne tout simplement pas? Et c'est la question cruciale, oui. Le premier et le plus grand obstacle, c'est évident, c'est le niveau de revenu. Pour une personne au SMIC ou avec un salaire très modeste, Et surtout dans une grande ville? surtout dans une grande ville, l'idée de limiter ses besoins à 50%, c'est la science-fiction. C'est même presque culpabilisant. Quand le loyer et les factures prennent déjà 70 ou peut-être 80% du revenu, la règle ne sert plus de guide, elle devient juste un rappel d'un objectif inatteignable. C'est tout à fait ça. Le budget n'est plus un budget de répartition, mais un budget de survie. Dans ce cas, la règle est décourageante, inapplicable. Parler d'envie et d'épargne devient un luxe. Et si on prend le problème par l'autre bout? Qu'en est-il pour quelqu'un qui a un revenu, disons, très confortable? C'est l'autre extrême où la règle montre ses limites. Pour une personne qui gagne très bien sa vie, allouer 30% de son revenu à des envies peut être une incitation directe à ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Ah oui, le lifestyle creep. Plus on gagne, plus on dépense. C'est ça. La règle, au lieu d'être un garde-fou, peut devenir une justification pour augmenter son train de vie proportionnellement, ce qui n'est pas toujours la meilleure stratégie. Et puis, seulement 20% d'épargne dans ce cas-là. C'est très peu ambitieux. Une personne à haut revenu a la capacité d'épargner 40, 50, voire plus. Pour ce profil, la règle est donc contre-productive. D'accord, donc le niveau de revenu. Mais il y a un autre facteur qui fait exploser ce modèle. Le lieu de vie. On ne gère pas son budget de la même façon à Paris ou au fin fond de la Creuse. C'est une évidence, mais ça rend la règle universelle complètement caduque. Dans les grandes métropoles, le coût du logement est tel que le loyer seul peut anéantir 40 ou 50% du revenu. Donc on a déjà atteint le plafond des besoins juste avec son loyer. Presque. Ajoutez les charges, la nourriture, le transport, et vous avez déjà explosé les 50% avant même d'avoir commencé à vivre. La règle devient mathématiquement impossible. C'est pour ça qu'on a vu apparaître des variations, non? Oui, absolument. Des alternatives ont émergé. On voit des modèles comme le 60-20-20 qui allouent plus aux besoins ou même le 70-20-10 dans les zones les plus chères. On accepte que 70% partent dans les charges fixes. Et au-delà du lieu, il y a le quand, l'étape de la vie. Un jeune diplômé endetté, une famille avec 2 enfants, ils n'ont pas du tout les mêmes priorités. C'est le troisième grand facteur de variabilité. Le jeune diplômé devra peut-être consacrer plus de 20% à rembourser ses dettes. La famille avec enfants va voir ses besoins exploser. Le 50-30-20, en fait, correspond à un profil assez spécifique. Un idéal type. Voilà, un idéal type qui ne représente pas tout le monde, loin de là. On a parlé du revenu, du lieu, de l'âge. Allons encore plus loin. Que se passe-t-il quand tout le paradigme change, comme au moment de la retraite? La logique doit s'inverser complètement. C'est ce que les anglo-saxons appellent le basculement de la retraite. Pendant la vie active, on est en phase d'accumulation. À la retraite, on passe en phase de décaissement. On dépense le capital accumulé. Exactement. Donc la catégorie épargne de 20% n'a plus lieu d'être, elle disparaît. Et j'imagine que la part des besoins, elle, a tendance à grimper en flèche. Je pense notamment aux dépenses de santé. Exactement. Les frais de santé deviennent un poste majeur. Les besoins peuvent facilement atteindre 60 ou 70% du budget. Les experts suggèrent alors des répartitions très différentes, comme un 70-20-10. 70% pour les besoins? Oui, 20% pour les envies, les voyages, les petits-enfants, et 10% pour les imprévus ou la transmission. La priorité, c'est la sécurité, plus l'accumulation. C'est fascinant de voir comment ce cadre doit se tordre pour s'adapter. Et si on zoome encore plus loin, au niveau culturel et national, j'imagine que le contrat social d'un pays change radicalement la donne. Énormément. Le contraste entre le modèle américain,
d'où vient la règle, et le modèle européen est frappant. En France, par exemple, une grande partie de nos besoins liés à la santé est socialisée via la Sécu. Ce qui veut dire qu'un Américain doit potentiellement inclure dans ses 50% de besoins des primes d'assurance santé privée qui sont... Exorbitante, et une épargne colossale en prévision des soins. C'est une charge que nous n'avons pas au même degré. C'est une différence fondamentale. Le filet de sécurité sociale européen, même financé par des impôts plus élevés, allège la pression sur le budget personnel direct. Aux États-Unis, l'épargne de 20% devient encore plus critique. Et au-delà des systèmes sociaux, il y a les habitudes culturelles, j'imagine. Bien sûr, dans beaucoup de cultures plus collectivistes, le soutien financier aux parents ou à la famille élargie, ce n'est pas une option, c'est une obligation morale. Ça rentre où? Ça, dans les besoins. Ça devient une part incompressible de la catégorie besoin, ce qui bouscule à nouveau toute la répartition. D'accord. Alors, après avoir exploré toutes ces limites, où est-ce qu'on atterrit? Si la règle 50-30-20 est si imparfaite, est-ce qu'il faut la jeter à la poubelle? Ah, certainement pas. Je pense qu'il faut simplement l'utiliser pour ce qu'elle est. Comme vous le disiez au début, c'est bien plus une boussole qu'une loi. Sa plus grande force, c'est sa simplicité, en fait. C'est sa simplicité. Elle offre un outil de diagnostic instantané. Ce n'est pas un objectif à atteindre à tout prix, mais un point de départ pour une analyse. D'accord. Donc, si je fais le calcul et que mes besoins sont à 70%, la règle ne me dit pas que je suis mauvais. Non. Elle vous envoie un signal d'alerte très clair. Attention, vos charges fixes sont peut-être trop lourdes par rapport à votre revenu. Ça vous laisse très peu de flexibilité. C'est un déclencheur de réflexion. La question devient, pourquoi mes besoins sont si élevés? Est-ce mon loyer, ma voiture, et est-ce que je peux agir dessus? Voilà. Ça déplace le débat des petites économies du quotidien vers les grandes décisions structurelles. C'est ça, toute la philosophie originelle de Warren. Donc, les pourcentages exacts sont moins importants que l'idée d'équilibre. L'idée d'équilibre, exactement. S'assurer que nos obligations ne nous étranglent pas, se laisser de la marge pour le présent et préparer l'avenir. C'est un cadre pour commencer une conversation honnête avec soi-même sur son argent. Pour résumer, la règle 50-30-20, c'est donc un outil simple, presque élégant, qui est né d'une analyse profonde de la fragilité financière. Oui, il propose un équilibre idéal, mais cet idéal est loin d'être une solution universelle. C'est un point de départ, pas une destination. Son application dépend du revenu, du coût de la vie, de l'âge, de la culture, De tout ça à la fois. mais son idée centrale, elle, reste incroyablement puissante. Laquelle? Que la tranquillité d'esprit financière s'obtient moins en se privant sur les petites choses qu'en maîtrisant les grandes dépenses structurelles. C'est le message le plus important à retenir, oui. Et pour laisser matière à réflexion, cette règle nous force à classer nos dépenses dans des cases besoins et envie. Mais à une époque où le bien-être, la santé mentale sont de plus en plus vus comme essentiels, est-ce que cette définition traditionnelle est encore pertinente? Cet abonnement à une app de méditation, ces vacances pour décompresser, est-ce que ce sont des simples envies ou de nouveaux besoins fondamentaux? La vraie question, ce n'est peut-être pas seulement de catégoriser, mais de redéfinir pour soi-même ce dont on a réellement besoin pour mener une vie à la fois sûre et épanouissante. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse.